Je m'appelle Marianne. Je m'appelle Marianne Collin. Je suis mairesse suppléante pour le village de Memramcook et je suis depuis tout récemment représentante sud-est pour le conseil d'administration de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Bien que l'année 2023 soit riche en défis liés notamment à la réforme gouvernementale locale, la FMNB poursuit son travail pour vous proposer des solutions qui répondent à vos besoins et qui peuvent être facilement implantées dans vos communautés. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un webinaire consacré aux infrastructures communautaires et les liens entre ceux-ci et la construction identitaire, le bien-être et l'épanouissement culturel. Donc, avant de débuter, quelques informations importantes. Comme vous avez pu le voir, le webinaire est enregistré ce soir. Ceci va vous permettre de le réécouter et de le partager avec vos collègues. Et puis, durant les présentations, vos micros seront désactivés. Mais si vous avez des questions, on vous invite à utiliser le chat et à poser vos questions par écrit. On a des membres de l'équipe qui vont s'assurer de les poser là, en temps et lieu. Quand viendra le temps pour la période de questions, on vous demande d'utiliser le bouton de lever la main et puis on vous donnera le droit de parole. Donc, pour débuter, les professeurs Marc Leblanc et Éric Mathieu-Doucette seront avec nous pour discuter de divers modèles d'espaces communautaires existants. Ils aborderont les liens entre ceux-ci et la construction identitaire, le bien-être et l'épanouissement culturel. Leur présentation sera suivie d'une table ronde avec Angèle Mécaille, DG de la Nouvelle-Acadie, et Bernard Thériault, maire de Caraquette. Ils discuteront de leur perspective sur le rôle des municipalités dans l'établissement de centres communautaires en se basant sur l'implication de chacune de leurs municipalités, respectivement avec la salle Lisa Leblanc et le Centre culturel de Caraquette. Nous terminerons notre webinaire avec une présentation de Gabrielle Maillet, conseillère principale en programme de langue officielle pour la région de l'Atlantique chez Patrimoine canadien, qui vous apportera des informations sur le Fonds pour les espaces communautaires. Nous laisserons bien sûr la salle ouverte aux questions entre chaque présentation. Je passe maintenant la parole à Marc Leblanc et à Éric Mathieu-Doucette. Bonjour, si vous me permettez une seconde, je vais partager mon écran. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom est Éric Mathieu-Doucette et je suis avec moi joint par M. Marc Leblanc. Nous sommes tous les deux professeurs à l'École de kinésiologie et de loisirs, plus spécifiquement dans le programme de gestion du loisir, du sport et du tourisme à l'Université de Moncton. On nous a demandé aujourd'hui de venir vous parler du sujet qui nous réunit tous ici ce soir, les centres communautaires. Des espaces importants qui sont au centre de nos communautés, qui jouent un grand rôle. Alors, on va mettre un peu la table au niveau théorique, au niveau de parler des bienfaits de ces centres, avant de pouvoir donner la parole à trois de vos membres, trois intervenants qui vont parler d'exemples spécifiques au sein de leur communauté. Okay. Il faut que juste... La petite flèche ici, OK, on est en apprentissage de Zoom. Parfait. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder aujourd'hui, voici le plan de notre présentation. On va parler un peu de l'émergence des espaces publics et des transformations au cours des années. On va s'entretenir plus longuement sur les bienfaits sociaux et les bienfaits économiques des centres communautaires, poursuivi un peu par les tendances que nous voyons qui ont été recensées au niveau de la littérature et que nous avons pu voir sur le terrain ces dernières années. Et par la suite, on va vous donner la parole si vous avez des questions, si vous voulez partager des situations chez vous. Nous, on a vraiment prévu un moment d'échange pour pouvoir aller plus en profondeur dans le sujet de manière concrète en tant que tel. Ça sonne comme un bon plan? Ça va? Excellent. Premièrement, les centres communautaires. On a entendu dans les dernières années
c'est devenu un terme à la mode. C'est devenu un type d'entreprise, d'infrastructure qui est convoité par les municipalités, qu'on désire implanter chez nous, qu'on se questionne sur quelle forme que ça peut prendre pour répondre à nos besoins. C'est sûr qu'au cours des récentes années, il y a eu une popularisation de ce type d'infrastructure. On note une émergence et la popularisation d'espaces récréatifs destinés à répondre aux besoins et aux aspirations des individus et des groupes de différentes générations. Autrefois, on avait les caves de nos églises qui permettaient des rassemblements. On a vu au fil des années apparaître des clubs d'âge d'or, mais récemment, dû à différentes raisons, on peut penser au développement pour perfectionnement des types d'infrastructures qu'on peut construire dans nos communautés avec les nouvelles technologies. On se questionne, on voit l'arrivée de nouveaux besoins des groupes composant nos communautés, des nouveaux besoins de nos citoyens, des nouvelles demandes. Et on voit aussi des nouvelles tendances au niveau des programmes de subvention, au niveau du fédéral, du provincial, qui peut influencer la structure des infrastructures que l'on veut choisir. On ne va pas vraiment, comme vous savez, il y a toutes sortes de centres communautaires. Il y en a qui sont plus centrés sur la culture, des salles de spectacle, des salles de rassemblement pour des rencontres. Il y en a qui peuvent avoir des infrastructures sportives, voire même des arénas à l'intérieur. Les communautés s'organisent avec leurs besoins pour créer certaines infrastructures que certains diront même ne sont pas des centres communautaires, mais que d'autres vont dire, et oui, évidemment. Alors, ces centres communautaires-là deviennent vraiment des infrastructures très importantes pour nos communautés. Les fonctions des espaces publics, vous les connaissez, ça devient des espaces reconnus comme des outils essentiels à la qualité de vie de nos collectivités. Sans lieu de rassemblement, la vie communautaire et la vie sociale de nos citoyens que vous gouvernez serait totalement différente. Moi, je vais me pencher principalement sur les bienfaits sociaux et Marc va aborder par la suite la section des bienfaits économiques et des nouvelles tendances en tant que telles. Quand on parle des bienfaits sociaux, ces lieux rassembleurs ont une double fonction. Quand on pense à des infrastructures de loisirs récréatifs, évidemment, la première fonction, c'est la fonction récréative de loisirs. On mène des activités, c'est dynamique, il se passe des choses, il y a des spectacles dans notre communauté, il y a des soirées de bingo, des jeux de cartes, il y a des matchs sportifs, évidemment. Il y a des concerts intérieurs, extérieurs, derrière nos centres, parfois, comme j'ai vécu cet été à Chédillac. Alors, la question récréative, ça ne pose pas de problème. C'est l'objectif un peu principal qu'on imagine quand on pense au centre communautaire. Cependant, la deuxième fonction des centres communautaires n'est pas moins importante. On parle de la fonction sociale. Quel impact social nos centres communautaires ont chez nous, dans nos municipalités, dans nos communautés? Qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de nos citoyens? On a vraiment vérifié au niveau de la littérature, puis on peut noter toutes sortes de retombées sociales qui émanent, qui sont permises grâce à ces lieux de rassemblement. Premièrement, de soutenir la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de cohésion sociale? C'est la capacité d'une société à assumer le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Nous voulons des communautés tricotées serrées qui se croisent, qui vivent ensemble, qui collaborent, qui vivent des expériences communes et qui peuvent vraiment grandir par l'entremise de ceci. Alors, vraiment, le premier aspect, la cohésion sociale. Deuxièmement, ces lieux permettent de favoriser l'expression de la diversité, que ce soit la diversité des différentes cultures que nous avons chez nous qui peuvent partager leur culture, des artistes de différents endroits,
la diversité au niveau des intérêts sportifs, culturels, type de musique, type d'activité, la diversité au niveau des âges, l'intergénérationnel. Ce sont des lieux inclusifs et qui peuvent, par leur programmation, faire rayonner une diversité et rassembler une diversité de groupes sociaux. Le troisième, de limiter l'isolement social. Je pense qu'après ces années de pandémie, je pense qu'on a entendu le terme isolement social plus qu'on n'a jamais fait au courant des années. Mais cette capacité de réunir les gens, de sortir de leur maison, de les permettre d'échanger, de vivre des vies sociales, que ce soit avec leur famille, leurs amis, mais avec des membres de la communauté d'une manière plus large, et de favoriser le vivre ensemble, la cohabitation harmonieuse entre individus et communautés. Tout ceci permet de contribuer au sentiment d'appartenance d'une communauté et de faciliter et d'augmenter la vitalité de cette communauté ici. En tant qu'élu, je suis certain que vous vous penchez sur la question de comment est-ce qu'on peut avoir une communauté dynamique, vibrante, où ce qui fait bon vivre, donc où est-ce qu'il y a une vitalité intéressante chez vous. Un autre, au niveau des bienfaits sociaux, ces centres communautaires devient un des lieux principaux de la vie collective d'une communauté, qui permet le croisement des différents organismes, des différents réseaux de chez vous et des différentes communautés culturelles qui habitent dans votre territoire. Pour assurer le maximum de retombées sociales, il y a certainement certains éléments fondamentaux qu'il faut tenir en compte. C'est important que les organismes de la communauté s'approprient ces lieux. Il faut que ce sont leurs espaces, qui se sentent chez eux, qui veulent participer, qui se sentent inclus, qui se l'approprient en tant que tels. Il faut que les organismes se sentent libres et capables d'organiser des événements, qu'ils se sentent comme si c'est leur territoire en tant que tel. Il faut que les centres sont inclusifs, tant au niveau de la programmation qu'elle invite, que c'est des programmations diversifiées qui vont inclure et intéresser différents groupes de votre communauté. Et il faut que votre centre soit accessible et abordable. Accessible au niveau physiquement pour les personnes qui ont certaines incapacités physiques, mais aussi il faut que vos centres soient abordables, tant au niveau de la location de salles, que de l'accès, que de la réservation d'équipements, que tant au niveau des spectacles et des événements que vous présentez. Vous ne voulez pas que le coût soit un frein majeur pour une grosse partie de votre population, évidemment. Si vous réussissez tout ça, si qu'un centre joue bien son rôle, le nerf de la guerre, le secret, c'est d'avoir une masse critique qui le fréquente. On ne veut pas bâtir d'infrastructures vides, trop grandes pour les besoins. On veut un endroit où les citoyens vont se côtoyer, que les différents groupes, que les différents organismes que votre communauté vont se fréquenter, collaborer ensemble. Et c'est là qu'on va avoir vraiment un impact et un maximum de retombées sociales. Finalement, au niveau des bienfaits sociaux, on va parler du sentiment d'appartenance envers une communauté, une municipalité. Je pense que vous êtes dans un moment de l'histoire de la gouvernance municipale où on n'aura jamais parlé autant de sentiment d'appartenance envers une communauté. La restructuration et la réforme municipale a redécoupé le territoire, a rajouté du territoire dans des municipalités au niveau des lignes, des nouveaux citoyens qui se joignent. Il y a certaines municipalités qui ont jumelé différentes communautés ensemble. On a des nouveaux noms de nos communautés. Et je suis certain que vous avez eu au moins une discussion au cours de la dernière année sur comment est-ce qu'on va bâtir ce sentiment d'appartenance-là pour nos nouveaux citoyens ou pour l'ensemble de nos citoyens qui vivent maintenant dans une municipalité qui a une nouvelle connotation qu'un nouveau nom. Ça va au-delà de l'image de marque et développer un branding et tout ça. Ça va au-delà de marketing social. Il faut aussi que les gens se sentent comme si ils font partie d'un groupe. Et des centres communautaires peuvent jouer un rôle important dans cette démarche ici.
On parle souvent dans le système scolaire de construction identitaire. Quand on parle de construction identitaire, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Parce que je trouve que ça touche un peu à notre situation ici. La construction identitaire, c'est la manière que les gens perçoivent leur identité, qui s'identifient eux-mêmes. Et la construction identitaire est en constante évolution, que ce soit au niveau, qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous définissez? D'où est-ce que vous venez? De quoi êtes-vous fier? Quelles sont vos valeurs? Ce que vous répondez à ces questions, c'est ce qui fait partie de votre identité en tant que telle. Le genre auquel vous vous identifiez, votre profession, votre culture sont quelques exemples. Mais l'identité n'est pas statique, elle évolue, elle est toujours en construction. La construction identitaire, voilà ce que c'est. Et vous voulez, pour plusieurs d'entre vous, vous allez travailler sur la création d'une nouvelle identité municipale, d'un nouveau regroupement. Et vivant à Dieppe, moi j'ai encore des voisins qui se disent qu'ils viennent de Saint-Anselme. Et moi j'habite juste à côté, moi je me considère venant de Dieppe. On peut se sentir plus francophone, plus acadien, plus braillon. Ça dépend vraiment des individus. Mais comment travailler pour unir les gens autour d'événements rassembleurs, d'événements où il pourrait avoir une fierté et une construction identitaire de votre population puis de vos citoyens? Alors, au niveau des bienfaits sociaux, ça fait le tour. Je vais passer la parole à mon collègue Marc qui va vous entretenir sur les bienfaits économiques. Merci Éric Mathieu. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici en compagnie de mon collègue. C'est Éric qui va faire défiler les diapositives et qui peut avoir un petit décalage. Puis je lui avais dit que j'allais lui faire un clin d'œil, mais je pense que ça va être difficile pour lui de voir mon clin d'œil. Je vais lui demander de changer. Donc, j'imagine qu'il a commencé à changer et ce n'est pas rendu à mon écran. Donc, merci Éric Mathieu. Moi, je vais l'aborder sous deux angles, les bienfaits économiques. Puis vous allez voir qu'il y a un lien avec les bienfaits sociaux parce que les bienfaits économiques vont jouer un rôle aussi dans cette construction identitaire et ce sentiment d'appartenance, cette appropriation du centre communautaire, peu importe quel qu'il soit. Donc, on va voir brièvement en termes de capitaux et aussi en termes de fonctionnement, qui sera un peu plus exhaustif. Donc, en capitaux, c'est essentiellement les dépenses, l'argent qu'on investit, des investissements majeurs, soit dans la construction ou encore dans la rénovation d'un centre communautaire. C'est évidemment un générateur d'emplois locaux ou régionaux. Il peut évidemment, plus le projet est gros, certaines régions ou certaines municipalités ne peuvent pas nécessairement, n'ont pas les ressources pour le construire. Donc, on fait affaire à des gens de l'extérieur, mais il y a quand même un souci, on le sent chez les municipalités, là, de s'assurer qu'il y a des emplois qui sont créés dans la municipalité ou au moins dans la région. Et peu importe ce qui va arriver, même si c'est des gens de l'extérieur qui viennent rénover ou construire notre centre, il y a un effet multiplicateur d'emplois locaux, c'est-à-dire que ces gens-là vont dépenser, vont vivre, vont passer du temps dans notre communauté et ça l'alimente les retombées économiques, les bienfaits économiques. Donc, ça, c'est un moment où la plupart des municipalités s'en servent aussi en disant, oui, on aura un centre, mais avant même de l'avoir, on commence déjà à avoir des retombées, des bienfaits. Puis, si on va chercher de l'argent de l'extérieur pour construire ou rénover, c'est définitivement de la nouvelle argent. Puis ça, je vais revenir à l'instant sur le concept de la nouvelle argent. Et ces travaux-là de construction, de rénovation, ça permet d'améliorer l'expertise locale. J'avais justement une conversation hier avec un ingénieur que je connais, puis on parlait de gros projets et de plus petits projets, puis il me disait, les gros projets, souvent, c'est des grandes entreprises qui vont les chercher, mais des plus petits projets sont accessibles à la communauté, aux entrepreneurs locaux, puis des fois, ça améliore leur expertise pour pouvoir éventuellement arriver à s'engager dans des plus gros projets. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme argument. On va passer au fonctionnement. Le fonctionnement, évidemment, on veut avoir un centre communautaire pour, comme Éric Mathieu l'a mentionné,
qu'on ait des activités, que ça permette qu'il y ait un lieu de rassemblement vivant avec plusieurs personnes à l'intérieur sur une base régulière. Et on a aussi la présence quelquefois, ou peut-être même souvent, dépendamment du centre communautaire, de touristes. Des touristes, et aussi l'aspect, on va le voir, là, l'effet levier que j'appelle, fait qu'on va passer aux touristes, Éric Mathieu. Donc, les touristes nous amènent de la nouvelle argent. Puis quand je dis nouvel argent seulement, il y a une certaine confusion. Puis, c'est bon de dire qu'on a reçu des visiteurs, qu'on a reçu des participants qui sont venus dépenser dans notre communauté. C'est très bien, mais souvent, ce n'est pas de la nouvelle argent. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont peut-être… On va prendre l'exemple des festivals. Davantage des festivals que des compétitions sportives, des festivals ou des activités culturelles importantes qui vont attirer des gens de l'extérieur. Ça arrive régulièrement que ce sont des gens qui auraient venu dans la localité, dans la municipalité quand même. Ils ont tout simplement déplacé leur visite ou encore avancé ou prolongé leur visite de la parenté, entre autres. Et c'est agréable, on y va, il y a un bon spectacle ou il y a un bel événement culturel ou communautaire, puis on est content avec ça. Essentiellement, ce n'est pas de la nouvelle argent. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là. Puis quand je disais que le sport est peut-être un peu plus profitable, dans le sens que je fais le test régulièrement avec mes étudiants, là, je leur demande lorsqu'ils étaient jeunes, quelle municipalité ils ont visité dans le cadre de tournois sportifs, puis ils me disent toutes sortes de noms, puis je leur demande, est-ce que vous seriez allé avec votre famille à cet endroit s'il n'y avait pas eu le tournoi sportif? Puis la réponse est souvent non. Donc, on attire des nouvelles personnes dans notre municipalité. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser des activités culturelles parce que ça a d'autres avantages, mais les événements sportifs, normalement, si c'est des gros événements qui attirent des équipes de l'extérieur, ça rapporte un peu plus de nouvel argent. Quand même, les touristes nous donnent, si on attire des touristes, ça donne une belle visibilité à la communauté. Et là, inévitablement, les études démontrent que ça donne une belle fierté. On a juste à penser aux Jeux du Canada qui se passent actuellement à l'île du Prince-Édouard. Les gens de l'île sont très fiers d'accueillir le Canada pour des activités sportives et culturelles. Puis, je discutais aujourd'hui avec quelqu'un qui était de la mission de la première semaine, puis lui, en revenait pas comment est-ce que les gens de l'île ont bien fait. Donc, si lui le reconnaît, il l'a sûrement dit aux gens aussi de l'île, donc ça augmente de beaucoup la fierté. L'effet levier, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Même si on construit un centre culturel, un centre communautaire, puis on ne s'attend pas nécessairement à organiser des très grands événements pour attirer de nombreux touristes. C'est correct parce que ça va servir d'effet levier. C'est-à-dire que la programmation, qu'elle soit communautaire, culturelle ou sportive, avec des activités de toutes sortes, va nous permettre d'apporter de l'eau au moulin en termes économiques. Et on va le voir sur la prochaine diapositive. Donc, il faut, on fait appel des fois inconsciemment où on y pense, on a besoin, mais on néglige souvent l'impact ou le bénéfice économique que ça peut avoir dans la communauté lorsqu'on fait appel à des fournisseurs locaux ou régionaux pour nous aider à organiser, nous aider à tenir nos événements. Donc, ça peut être au niveau du personnel qui planifie, qui organise, qui gère le déroulement et de plus en plus, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais étant donné que le bénévolat est un peu plus difficile, on voit de plus en plus des organisations payer des organisateurs, des organisatrices pour qu'ils s'engagent à différents niveaux. Donc, ça a un bénéfice économique pour les personnes qui reçoivent cet argent-là et ça développe évidemment leur expertise de planification d'organisateurs, de gestionnaires en termes d'événements, de différents types d'activités. Et Dieu sait que les centres communautaires, comme Éric Mathieu l'a mentionné, on en a de toutes sortes, puis on va probablement avoir des bels exemples tout à l'heure. Donc, ça permet à une variété de personnes d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Il y a aussi tout ce que j'ai appelé les ressources spécialisées. Donc, on embauche des artistes, on embauche des techniciens, on embauche des personnes ressources comme des instructeurs, des moniteurs, on peut même aller dans les arbitres. Ce sont tous
ce sont tout de l'argent. C'est de l'argent qui est versé souvent à des personnes de la municipalité et ces dépenses-là et ces revenus pour ces individus-là proviennent des fois de subventions, des fois de participation de l'extérieur. Donc, ça l'amène de la nouvelle argent dans la communauté à leur façon. Mais l'effet levier, c'est définitivement au niveau des compétences, expertise, la confiance aussi des gens qui se disent, bon, nous, on peut organiser d'autres choses. Et j'ai mené certaines études sur les retombées économiques et sociales, puis on demandait dans ces sondages-là, est-ce que vous sentez que la communauté est prête à organiser un événement du même genre ou un événement plus important que ce que vous venez d'organiser? Et la réponse est tout le temps à 80-90% oui. Donc, puis ça, ces sondages-là, on les fait à peu près 3 semaines après l'événement. Donc, les gens sont boostés par l'événement, puis ça demeure. Il peut y avoir un effet fatigue un peu plus tard, mais quand même, ces gens-là ont vécu une belle expérience, puis ils ne vont peut-être pas s'engager l'année suivante, mais peut-être dans 2, 3 ou 4 ans, ils vont revenir. Donc, on a juste à penser aussi à tout l'équipement qui est nécessaire pour la participation ou l'organisation des activités. Donc, ça, c'est souvent des fournisseurs locaux ou régionaux on peut penser à la fleuriste, on peut penser aux personnes qui louent des tables, qui passent de l'équipement, qui louent de l'équipement. Donc, ça, c'est un effet levier d'un centre communautaire. Il y a l'aménagement aussi. On aménage évidemment l'édifice, mais en fonction des activités, il peut y avoir un aménagement intérieur et extérieur, puis il y a les fameux repas là, qu'on connaît. On a toujours une cantine ou un service d'alimentation qui a besoin de fournisseurs locaux et une certaine expertise aussi au niveau des individus. Donc, pour terminer, là, on s'est entendu, Éric, Mathieu et moi, de ce qu'on a vu dans la littérature sur des tendances ou des recommandations, on peut le prendre comme on veut, là, lorsqu'on aborde la notion de rénovation ou de construction d'un centre communautaire. Il faut s'assurer qu'il soit au cœur ou à proximité des lieux de vie, des infrastructures de loisirs. Donc, ça augmente la variété, ça augmente la qualité, ça rend, je vais utiliser le mot quartier ou cette zone-là attrayante, confortable. Donc, puis on le pense en fonction des autres, des voisins, des autres infrastructures. Donc, ça rend l'élément accessible et sécuritaire. Donc, ça, c'est de plus en plus en demande chez les individus. Il y a une certaine centralité, donc ça vient un peu suivre la proximité, là, une centralité en regroupant certaines fonctions municipales complémentaires. Donc, puis on l'a déjà jusqu'à un certain point on l'avait beaucoup avec l'Église, on l'avait un peu avec les arénas. Donc, on mettait ça dans le centre de la municipalité. Mais les centres communautaires, on doit refaire la même chose pour bonifier la fréquentation puis animer les lieux. Donc, lorsque les gens se déplacent, il y a une habitude de déplacement vers une zone de la municipalité. Puis, on peut aussi rencontrer d'autres individus qui ne fréquentent peut-être pas notre centre à nous, mais qui fréquentent l'installation d'à côté. Il faut aussi, dans une perspective des déplacements environnementaux, tout raccorder idéalement les infrastructures. C'est de plus en plus un fait, c'est de plus en plus une demande chez les individus qu'on puisse se rendre là avec un transport actif ou que ce soit facile, puis qu'on minimise nos empreintes sur l'environnement. Et deux autres, il ne faut pas hésiter, même au moment de la conception là, des plans, de penser à agrémenter les lieux publics, à s'adapter aussi selon les saisons. Donc, je ne dis pas de changer les murs et tout ça, mais lorsqu'on pense en termes architecturaux, il est possible d'avoir cette idée-là qu'éventuellement, à la saison d'hiver, on va réorganiser certaines choses. L'été, on va réorganiser certaines choses sans bouger les murs de l'édifice. Et il ne faut pas non plus hésiter à parler de beauté.
je pense que c'est un ancien maire de Québec qui disait que la beauté paye. Donc, c'est pour ça qu'il investissait beaucoup d'argent sur les édifices. Il voulait garder les édifices historiques parce que les gens venaient parce que c'était beau et il avait raison. Donc, nous-mêmes, à notre échelle de nos communautés, on ne doit pas hésiter des fois à investir sur quelque chose de beau ou rendre quelque chose de beau. Et aussi, donc, des éléments permanents. Puis, lorsque je parle d'éphémère, également, il faut prévoir dès la conception qu'on va amener des nouveautés de façon régulière. Puis là, vous pouvez définir la régularité comme vous voulez. Ça peut être une fois par année comme une fois par mois. Donc, pour attirer l'attention, pour ajouter des nouveautés, pas pour changer complètement la clientèle, mais ça ramène à la beauté. Ça ramène à le côté agrémenter notre visite à des centres communautaires pour éviter que le centre communautaire soit une coquille à l'intérieur de laquelle il y a des activités intéressantes. Mais si la coquille est belle, ça sera beaucoup plus attirant d'aller organiser des activités, ça sera plus attirant aussi d'aller participer à des activités. Et un des mots de la fin, ça, vous le savez probablement, mais il ne faut jamais l'oublier. Puis ça demande beaucoup d'efforts, ça demande aussi des fois beaucoup de temps. Mais des fois, on peut le faire en parallèle en attendant des confirmations de ressources financières ou de ressources humaines. Là. On devrait régler dès le départ, dès le concept du projet, qui auront les responsabilités en matière de programmation, d'animation et tout ce qui touche à l'opération financière de ces installations. C'est important, comme Éric l'a mentionné, que les organismes s'approprient ces espaces communautaires. Bien, dans l'appropriation, c'est dès le départ. Puis, un des principes en développement communautaire, c'est que si on engage les gens dans les décisions, bien, ils vont nous suivre. Puis, ils vont s'assurer que les décisions qu'ils prennent vont marcher. Parce que si on impose des décisions, il y en a qui vont embarquer, définitivement, mais il y en a qui vont embarquer puis qui vont nous laisser, puis il y en a qui n'embarqueront jamais. Fait que si on peut réussir, je ne dis pas de négocier une entente avec 35 personnes, mais c'est d'y aller de façon stratégique. Donc, on a pris notre temps et maintenant, c'est à vous la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires, il ne faut surtout pas hésiter. Fait qu'on peut déjà commencer un petit peu avant les autres invités, là, la notion de table ronde. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup, M. Leblanc et M. Doucette. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Maxime, je te cède la parole. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Au niveau de la littérature, c'est certain que le plus gros défi, c'est définitivement la question financière. C'est les coûts opérationnels une fois que le bâtiment est construit. Est-ce qu'il y a dans la littérature des exemples qui démontrent qu'il y a des défis au-delà des défis que vous avez mentionnés? Que ce soit un type de centre communautaire pour une certaine communauté? Est-ce qu'il y a certaines circonstances, certaines composantes d'une municipalité fait en sorte qu'un certain centre communautaire n'est pas le meilleur modèle? On parle beaucoup du tissu social, puis comment de la construction du sentiment d'appartenance, etc. Mais si on prend une communauté comme en Memramcook, où est-ce qu'il y a déjà des centres communautaires qui existent, comme les clubs d'âge d'or dans certains coins de la municipalité, est-ce que la construction d'un centre communautaire va aller à l'encontre de l'objectif? Est-ce que ça va faire en sorte que les personnes qui ont travaillé pour plusieurs générations, ils ont travaillé pour construire des bâtiments de leur coin de la municipalité? Puis finalement, nous, on se tourne de bord puis on construit un centre communautaire dans le plein cœur. Donc, c'est juste pour voir, est-ce qu'il y a des exemples concrets qui démontrent que certains modèles ne fonctionnent pas dans certaines circonstances? Donc, c'est quoi les défis au-delà de la question financière, les choses que vous avez mentionnées? Éric Mathieu, je ne sais pas si tu as quelque chose. Je vais peut-être commencer, puis tu pourras ajouter. C'est une excellente question. C'est un petit peu voir la boule de cristal.
Mais des expériences que j'ai vécues dans la région, puis là, s'il y a des gens qui étaient impliqués dans ces exemples-là, là, vous pouvez me corriger, ajouter, bonifier ce que je vais mentionner. Mais moi, j'ai été témoin parce qu'on avait fait la planification des loisirs dans la région de Kent. Puis en parallèle, parce qu'on faisait des rencontres communautaires, ben, les gens qui portaient le dossier du centre culture, du centre, je ne sais pas comment on l'appelle, mais du centre culturel, du centre communautaire de Richibucto, ont profité de nos rencontres pour consulter la population. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Puis, il y avait comme je les ai vus le faire, là, parce qu'ils l'ont fait peut-être 7-8 occasions lorsqu'on était dans le coin de Richibucto. Ben, ils étaient là pour... on sentait que ça venait de la communauté. On sentait que c'était un groupe de citoyens qui portaient le dossier et non pas uniquement la municipalité. On sentait aussi que la municipalité était derrière, mais l'avant-plan était définitivement un groupe communautaire parce qu'il y avait eu des tentatives avant qui n'avaient pas fonctionné pour des raisons que j'ignore, mais il voulait s'assurer que ça allait fonctionner. Donc, il expliquait bien le concept. Il y avait un concept précis. Puis, il répondait aux questions, puis il y avait aussi un côté un peu vente du projet pour convaincre les gens, parce que les gens qui étaient à nos rencontres n'étaient pas venus nécessairement pour les écouter, ils étaient bien contents de les écouter. Fait que ça, c'est une belle expérience, puis ça, je pense que ça a bien fonctionné pour la construction. Je crois que ça fonctionne relativement bien aussi. Aussi, le projet de Shediac, de centre multifonctionnel, moi, je n'étais pas impliqué du tout, mais de ce que j'ai entendu en discutant avec les personnes qui étaient responsables à ce moment-là, eux autres voulaient absolument ce que Éric Mathieu a mentionné, là, que ce centre-là soit abordable. Parce qu'il y avait des expériences ailleurs dans la province où les gens critiquaient on a un beau centre communautaire ou un centre culturel, puis on ne peut pas le louer. Donc, puis c'était pour je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais là, Denis pourra peut-être nous répondre, mais au début, ils voulaient vraiment limiter les coûts pour les participants pour s'assurer que les gens s'approprient le centre communautaire et pour créer une habitude d'utilisation pour les organisateurs, puis évidemment pour la population. Puis là, à un moment donné, ça fonctionne, puis là, il peut y avoir des ajustements de fait. Fait que pour répondre à ta question, Maxime, là, si c'est un projet qui vient de la base, il y a beaucoup plus de chances de succès que si c'est un projet qui vient soit d'un conseil municipal ou d'un groupe communautaire, mais un peu déconnecté. Puis je ne dis pas que le conseil est déconnecté, mais un petit peu déconnecté de la réalité de la région, parce que c'est un bon point. Est-ce que notre région peut se permettre, puis est-ce qu'on a besoin de ça? C'est la grande question auquel il faut répondre, puis il faut répondre avant même d'aller trop loin, parce que c'est beaucoup de démarches créer ce genre de centre-là. Moi, c'est bon. Je pense que Marc a bien répondu. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part des gens dans la salle? Donc, je vais vous remercier. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Ça fut fort informatif. Et puis, si vous pensez à d'autres questions, ben, gênez-vous pas de les insérer dans le chat et puis on tentera de les adresser. Donc, Monsieur Thériault est maintenant avec nous et on va lui céder la parole pour son intervention. Merci encore. Je pense que le cœur du débat a bien commencé. Moi, j'ai une vieille habitude de toujours faire une espèce de profil historique de où on s'en va. Puis, très brièvement, dans nos communautés francophones, je pense que nos interlocuteurs tout à l'heure nous l'ont exposé. On avait l'habitude de se regrouper autour de la paroisse, l'église, la salle paroissiale était un peu l'ancêtre du centre communautaire. Dans les années 60, bien, il y a eu des situations, il y a eu non seulement des contextes qui font que ce n'était plus l'idéal, mais il y a eu du financement qui s'est fait. Et dans les années 70, probablement à partir de tout l'Institut de leadership à l'Université de Moncton, on a formé des directeurs de loisirs, on a développé ce qui, selon moi, a apparu le plus comme
des centres fonctionnels où tout se passait là. Il y avait du volleyball sur les soirs de semaine, il y avait des danses sur la fin de semaine, il y avait des banquets, des fêtes, des carnavals, etc. Et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu la route parce que les baby boomers, qui étaient nombreux à toutes faire ces fêtes-là, ont commencé à vieillir. Puis là, on a vu la tendance se déplacer vers les clubs l'âge d'or. Ces mêmes personnes-là vieillissaient et se sont très souvent réappropriés les centres communautaires pour en faire des clubs de l'âge d'or. Et je vous dirais que dans les 25 dernières années, pendant 20-25 ans, il ne s'est rien passé. Et là, depuis quelques années, les municipalités les plus grosses ont développé, je pense que le concept de Chédiac est probablement un bel exemple de ça, quelque chose de plus moderne, etc. Mais je voudrais qu'on en reparle dans 5 ans pour voir comment est-ce qu'ils s'en tirent financièrement. Tout le monde a des plans d'affaires pour dire que ça marche, mais l'exemple à Caraquet est peut-être intéressant et ça m'amène sur le concept qu'on a ici, où je dirais d'abord qu'avec la nouvelle ville, on se retrouve dans une peut-être pas une situation paradoxale, mais un changement de paradigme. Est-ce qu'on doit tout centraliser les nouveaux résidents dans une activité ou dans une démarche communautaire dans le centre de tout ça, ou est-ce qu'on doit permettre justement à ces petites communautés-là qui sont un peu perdues, un peu épeurées également des gros sabots là, des grosses villes, est-ce qu'on leur permet d'avoir eux aussi une façon de s'organiser dans leur communauté? Nous, dans la nouvelle ville, on a hérité là, pas je ne veux pas dire des restants, je me ferais tuer, je ne me présenterai pas de ma thèse de restants, mais on a hérité un petit peu des vestiges de cette période-là où les gouvernements, les projets d'initiative locale ont construit des centres communautaires un peu partout. Il y en avait 5 quand j'étais député. Maintenant que je suis maire, il en reste 3 parce que les petites communautés se sont dévitalisées. Ça fait qu'il faut que cette question-là se pose. Est-ce qu'on doit essayer d'amener les gens ensemble avec les autres ou qu'on doit leur donner des infrastructures dans leur région où ils pourront créer un nouveau dynamisme, une nouvelle appropriation de leur comité? Parce que nous, c'est ce qu'on a vendu dans la fusion. On a dit, on ne veut pas que vous ne serez pas les petites locomotives, les petits wagons qui vont aller derrière la grosse locomotive qui est Caraquet, mais on va être égal et on va avancer là-dedans. Ceci étant dit, le débat qu'on a à Caraquet, nous, on l'a rencontré dans les dernières années. Il y a des endroits où le débat est sportif. On bâtit un aréna, puis on a essayé de monter une équipe. L'exemple de Bouctouche est là. Puis je pense que c'est des gens de hockey plus que partout ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils ont opéré leur concept communautaire. Et quand ils ont fait une activité ou voulu agrandir l'entreprise qui est l'Arena, c'est une piste de marche. C'est peut-être un gymnase à côté. Alors que chez nous, c'est la culture qui a pris le dessus. Même là, on est après construire le nouvel Arena, un projet de 25 millions de dollars. Et puis, le nombre de fauteuils dans le centre n'est pas important parce qu'on se dit, on n'est pas une ville de hockey. On ne veut pas avoir une équipe qui va attirer 2000 personnes les fins de semaine. On veut d'abord investir dans un foyer qui va lui permettre à la nouvelle tendance de mieux être avec le club plein air, etc., de pouvoir prendre avantage de ça. Là où la ville de Caraquet a innové, disons, dans le concept, et puis elle n'a pas perdu de temps à se conter des histoires que tout ça pourrait être rentable. Et elle a ramassé des billes déjà dès le début. Et l'exemple qu'on me donne, l'Arena à Caraquet, construite en 1968, est la première aréna francophone où c'est la municipalité. Il n'y a jamais eu un débat ici si on va former une association sportive, puis on va trouver une manière de financer ça. La ville de Caraquet a ramassé ça sur son épaule en 1968. Une dizaine d'années après, on voulait avoir une infrastructure un petit peu plus large parce qu'on était des gros consommateurs de culture et de spectacles. Le Festival acadien, à une époque où il y avait
des grandes foules, puis des 1755, puis on pouvait ramasser 400 000 personnes dans une soirée. Et là, on a changé un projet touristique pour un amphithéâtre sans glace, là, qui est le Carrefour de la Mer à Caraquette, qui nous sert bien pendant l'été, mais qui n'est aucunement rentable. Racontons-nous pas l'histoire. Dans les années 2000, les gens ont dit, ça, c'est beau pour l'été, c'est beau pour les grands spectacles, mais notre vocation culturelle est un petit peu plus raffinée que ça. On n'a rien pour faire de la consommation locale, etc. On a une compagnie de théâtre. Puis on a récupéré l'école régionale qui était là. On a reçu 3 millions de dollars de subventions et on l'a transformé en centre culturel. Et quand le cinéma dans la communauté, qui est un cinéma privé, a fermé, on a rajouté la communauté un autre demi-million de dollars pour se doter de ce qu'on pensait qu'était ce que les gens voulaient avoir. Tout ça coûte de l'argent. Et le maire qui m'a précédé, Kevin Haché, 10 ans passés, lui a dit, écoutez, moi je suis tanné de dire à tout le monde que ça marche, puis à la fin de la journée, je suis obligé ou à la fin de l'année, d'aller emprunter 150 000 $ pour financer toutes ces opérations-là. Et lui, il a directement dit, je ne suis pas contre ça, mais je ne veux pas compter de montrer à mes électeurs. Et il a tout simplement bâti une structure qu'on appelle le Centre culturel de Caraquette, dont l'objectif était de trois plans. D'abord, de gérer les infrastructures socioculturelles. J'enlève l'aréna de là-dedans, puis peut-être qu'un jour ça viendra. Les infrastructures socioculturelles, il y a le centre culturel, le cinéma et le Carrefour de la Mer. Et il a demandé à la direction de ça également d'avoir une commission culturelle qui s'impliquera là-dedans, qui va non seulement gérer des bâtiments, mais qui va l'animer, s'assurer qu'il y a des activités là-dedans et qu'on fait. L'animation se fait à 2 niveaux. Il y a une programmation culturelle locale. Il y a bien sûr nos activités traditionnelles là, qui sont le festival. Et on a monté une structure avec laquelle on va chercher des spectacles. Des spectacles, je dirais, de haut, pas de haut niveau, là, mais qui n'est pas accessible partout parce que les salles ne sont pas assez grandes pour les avoir. Et fait généralement, quand on ramasse, je ne sais pas moi, les artistes qui viennent du Québec, là, ils vont faire Edmundston, Caraquette et Moncton très souvent parce qu'on a des infrastructures. Tout ça fait que ça coûte, tenez-vous bien, je l'ai justement, après signer des chèques à l'Hôtel de Ville, je viens d'en signer un 28 156 $ au Centre culturel de Caraquette. C'est notre paiement pour le mois de février. Voilà. Et ça, je vous dis donc qu'il n'en coûte 500 000 $ à la ville de Caraquette par année pour entretenir ces opérations. Et ça, quand même, ce 500 000 $ génère une activité de 2,8 millions de dollars, où on a des agents de développement, on a une compagnie de distribution de billets, on a une équipe technique qui peut se déplacer chez vous à Moncton, à Fredericton, pour faire du son. On a avec Dion C, probablement le meilleur sonorisateur au Nouveau-Brunswick. On a acheté des équipements et on met tout ça ensemble. Est-ce que ça marche? Je dirais oui. Essentiellement, ça coûte de l'argent, mais c'était une grosse crainte des nouvelles communautés qui sont arrivées avec nous puis qui ont dit, hey, nous autres, on va-t-il payer pour toute cette histoire-là, puis est-ce que ça va nous appartenir, ça? Est-ce qu'on va... Et ça, c'est l'exercice dans lequel on travaille présentement, de s'assurer que les gens s'intègrent là-dedans. Puis je vous dirais, les gros défis qu'on a, c'est s'actualiser constamment. Comme je vous le dis, pour 5 ans, ça peut être quelque chose. Dans 5 ans, ce sera d'autres choses. Être capable de garder cette démarche-là. Le problème de la... Je ne sais pas comment tu l'avais marqué, Marc, là, en chinois, l'affordabilité. Est-ce que c'est les gens ont les moyens d'utiliser ça? Je vous dirai tout de suite. Puis je vous donne une histoire. Je l'ai dit au directeur la semaine passée, puis je pense qu'il ne m'a pas parlé depuis ce temps-là,
que pour la sermentation du conseil municipal, il m'en aurait coûté 2200 $ pour faire la sermentation dans la salle du centre culturel. Fait que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'école de Pocmouche dans une partie de ma communauté, puis pour 225 $, on a fait le même party. Fait que là, puis je l'ai fait pour partir un débat, puis je sais pertinemment que l'un et l'autre, c'est qu'on a bâti des infrastructures à très haut niveau, mais est-ce qu'on n'a pas encore trouvé un moyen de les rendre accessibles à notre communauté? Si un groupe d'individus veut faire une soirée d'amateurs, là, je ne sais pas moi, pour fêter le départ de quelqu'un ou fêter Rosemary Landry, là, mais il n'y a personne qui aura les moyens de faire ça parce que c'est trop cher. Fait que ça, on a ce coin-là. Les meilleures infrastructures qu'on puisse avoir, une très bonne réputation dans le milieu des arts et de la culture et de la diffusion pour une structure d'accueil très professionnelle. Mais quand on rentre pour le petit show d'amateurs le lundi soir, on n'a pas encore trouvé cette situation-là. Conclusion de tout ça, là, parce qu'on pourrait en débattre. En fait, ce que Maxime a amené, parce que je pense que c'est un peu Maxime qui a posé la question, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? C'est ça la question existentielle qu'on a dans nos nouvelles villes. Comment on va faire pour ramasser ça, pour le vivre ensemble? Comment on bâtit notre vivre ensemble? Et nous, on a 3 thèmes. On a parlé de culture, bien sûr, qui est omniprésent chez nous. Le Carrefour de la mer, dans la nouvelle version, a développé le caractère maritime et qui est devenu l'endroit à se trouver. Et là, on est dans la business. Là. On a des restaurants, on donne des concessions, on vend ça. Et ça amène du monde. Avant ça, on n'avait pas de monde sur le site du Carrefour de la mer. Là, maintenant, c'est l'endroit où y aller pendant l'été, un petit peu comme le quai à Chédillac ou un endroit comme ça. Fait là, on est après à bâtir une infrastructure qui va générer une activité économique, puis les artistes pourront participer, les commerçants, etc. Fait c'est ça un petit peu le dilemme. Je dirais, avant de bâtir des infrastructures, assurez-vous de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Le bâtiment n'attirera pas d'activité. Elle va répondre à un besoin, mais ça ne crée pas automatiquement. Et parfois, c'est assez bizarre, tu bâtis le bâtiment parce qu'il y a un groupe qui dit qu'il veut l'avoir, mais quand il est là, ils trouvent d'autres choses parce que ça ne répond plus à leurs besoins. C'est davantage d'animer un état d'esprit pour définir le communautaire, comment on fonctionne ensemble. Et bien sûr, si cet état d'esprit-là fait en sorte qu'on a besoin d'infrastructures physiques, il faut le faire, mais que les municipalités ne se font pas d'illusions. Comme je vous le dis, nous, ça coûte 500 000 $ sur un budget c'est un budget de 8 millions de dollars, de 8 millions de dollars, ça fait que faites le calcul, c'est presque 10% du budget de la municipalité et la population était derrière nous autres dans ce cas-là. Mais je ne sais pas si tout le monde est prêt à faire ça et si ça marcherait partout. Mais pour le régler, pour pas qu'on se lamente à tous les ans qu'on est cassé, on fait des chèques, comme je vous dis, mensuellement, de 24 à 28 000 $ Et on le dit à la population, on ne le cache pas. Et on a dit aux gens, dans la nouvelle ville, on va se battre pour garder ça, nous autres. Parce que c'est ça que la communauté nous a demandé de faire. Et ça a bâti. On est très fiers de qui l'on est, mais il y a un prix à payer. Puis n'importe qui bâtira des infrastructures devra le payer. Merci. Super. Merci beaucoup, M. Thériault. C'est une très belle perspective à considérer dans nos réflexions. On va maintenant passer la parole à Mme Angèle Mecaille qui va nous parler de la mise en place de la salle Lisa Leblanc et puis on va passer à une période de questions par la suite auxquelles tout le monde pourra répondre aussi. Donc, Mme Mecaille, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir. Je vais parler un petit peu de la salle Lisa Leblanc. On a fait l'ouverture il y a quelques semaines passées avec Lisa Leblanc elle-même. C'était un super party. Si jamais qu'elle revient, je vous encourage tous de venir à Rogersville écouter Lisa. C'était super. Je dois mentionner avant que
la région de Nouvelle-Arcadie, on a aussi eu dans nos quartiers des centres communautaires déjà existants. Le centre d'Acadieville, le centre communautaire d'Acadieville, Pleasant Ridge et Colette, que la municipalité ne va pas opérer. C'est vraiment des bénévoles qui l'opèrent, qui l'ont toujours opéré, puis ils font très, très bien leur travail. L'intention de la salle Lisa Leblanc était vraiment de remplir des différents besoins. Les centres communautaires ont toutes sortes de belles activités pour les gens de la région, mais la salle Lisa Leblanc était vraiment plus à titre culturel, quelque chose qui manquait dans la région. À Rogersville, ou dans la région de Nouvelle-Arcadie, on est isolé géographiquement. On est quand même, on est un petit peu dans notre coin. On est à une demi-heure de Miramichi, on est à une demi-heure de Saint-Louis. Les gens de la région n'ont pas facilement accès à des événements de culture de grande envergure. Ça fait que la salle Lisa Leblanc est quelque chose qui date longtemps avant mon arrivée 10 ans passés comme DG de la municipalité. Ça fait 40 ans que les gens de la communauté travaillent sur ce type de salle ici pour la communauté. Ça fait qu'on a été, après beaucoup de travail, beaucoup de gens qui ont travaillé très fort pour l'arrivée de cette salle. On a finalement eu le financement du gouvernement fédéral à travers des fonds des espaces communautaires de patrimoine canadien pour la construction de la salle. L'intention était de le mettre dans l'école de Rogersville pour vraiment que les étudiants de l'école puissent accéder pendant la journée, puis la communauté puisse accéder en soirée, puis les fins de semaine. Les petites communautés comme nous autres, on a vraiment besoin d'être plus créatifs dans la construction puis l'opération des infrastructures comme ça. Parce qu'on n'a pas le financement vraiment d'opérer un édifice tout seul à l'année avec des employés. Il fallait vraiment être plus créatif. Ça fait qu'en installant la salle attachée à l'école, on limitait beaucoup nos coûts d'opération. C'est attaché à l'école, c'est partagé avec le district scolaire, les coûts d'opération, les coûts de déblaiement de la neige, d'électricité, toutes ces choses-là est partagé avec l'école, puis aussi le fonctionnement qui est vraiment peut demander gagnant. Ça fait que la salle a été construite en 2019. On a seulement été capable de faire l'ouverture un mois passé. Mais là, la salle va vraiment être gérée par la Société culturelle. Ça a été vraiment lancé par la municipalité quelques années passées dans l'intention vraiment de bâtir cette salle puis pouvoir l'opérer, avoir une programmation à l'année longue pour les gens de la région. C'est vraiment parrainé par la municipalité parce qu'on sait que des comités comme ça, de juste des bénévoles, c'est difficile à commencer. Il faut commencer en quelque part avec du financement puis toutes ces choses-là. Ça fait, on a encore du chemin à faire avec la société culturelle pour qu'elle soit vraiment plus indépendante pour pouvoir fonctionner toute seule. Mais pour tout de suite, c'est la municipalité qui parraine beaucoup. Mais comme ça, le financement pour la salle et aussi l'équipement est venu de patrimoine, puis ensuite la province et aussi Uni Corporation qui ont financé la salle. La société culturelle, on a un comité de bénévoles qui opère, un conseil d'administration qui opère la salle avec un employé de la municipalité qui est en développement communautaire et culturel. On sait que ça peut faire la grosse différence d'avoir un employé pour vraiment parrainer ces bénévoles-là pour assurer le succès. La programmation, c'est quand même beaucoup de travail au niveau communautaire culturel. Mais ça prend beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles, beaucoup de volonté. Maintenant que la salle est ouverte officiellement, on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on commence de zéro un peu avec nos politiques de location, notre programmation. On veut assurer que la salle soit abordable, comme vous avez mentionné, que des gens de la communauté puissent utiliser la salle pour des activités puis que ça soit abordable. Ça fait que c'est là qu'on a après travaillé pour essayer de faire ces politiques-là pour maintenir notre salle en bon état. On sait qu'on n'a pas du
financement continuel. C'est comme une one-shot deal, avoir du financement. Puis là, il faut trouver des manières créatives d'aller de l'avant avec ça. On a aussi été chanceux d'avoir travaillé avec les districts scolaires francophones sud pour faire des ententes pour des employés. On a fait 2 ententes au courant des dernières années pour des agents communautaires et des agents culturels pour payer moitié-moitié avec les districts, un employé qui travaillait dans les écoles de Rogersville et aussi pour la municipalité qui aidait beaucoup à ouvrir des portes. Je suis sûre que je ne parle pas dans le vide quand je dis que ce n'est pas évident pour des petites municipalités de trouver du financement pour des nouveaux postes, surtout quand on commence juste avec des nouveaux projets, de la nouvelle programmation, des nouvelles salles. Ça nous a vraiment permis de faire ça. Je vous le recommande vraiment si vous avez des bonnes relations avec vos écoles puis avec les districts scolaires de faire ces types d'ententes-là. Ça peut vraiment permettre des belles choses dans les communautés. Il faut vraiment être débrouillard pour essayer d'avoir des solutions à ces problèmes-là. Puis, on a fait l'ouverture de la salle Lisa Leblanc. Je dois dire que c'était tellement un beau succès. Puis, on a pu vraiment voir ce sens d'appartenance-là. Les gens, la culture a tendance à être des fois un extra pour les gens. La vie coûte tellement cher, le coût de la vie augmente exponentiellement. Puis les gens, des fois, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre de côté, la culture. Puis c'est ça qui fait une communauté. Ça fait que la culture, le sens de communauté, puis quand les gens ont besoin de se déplacer à l'extérieur, ça limite beaucoup l'accès à ces gens-là. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de conduire une demi-heure, payer des billets pour aller voir des spectacles, être ensemble dans cet esprit communautaire-là. Ça fait qu'en enlevant ces barrières-là, de le mettre vraiment dans leur cours, puisque les enfants peuvent aller dans le jour, la communauté peut aller en soirée les fins de semaine. On crée vraiment ce sens de communauté-là, ce sens de fierté-là. On a vraiment pu le voir à l'ouverture. Des gens, peut-être des gens qui n'auraient pas nécessairement été à Miramichi ou à Saint-Louis ou à Moncton voir un show parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Toute la famille était là. Les gens étaient tellement fiers. Je pense à un bon début pour quelque chose dans notre communauté. Ça tombe vraiment bien avec la réforme. On est vraiment fiers de ça. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, je sais que c'est un cas spécifique, notre salle. Si jamais vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours m'appeler ou appeler à la municipalité pour avoir des détails de comment est-ce qu'on a procédé avec ça. Ça serait mon plaisir de vous en parler. Merci. Donc, on va ouvrir les micros. Je ne sais pas si des gens ont des questions pour tous nos présentateurs de ce soir, là. Oui, donc, Madame Boudreau, je vous cède la parole. Il faut juste trouver le piton. Ça doit être en bas de votre écran. Attendez ici. Michel, je ne sais pas si de ton côté, tu es capable d'ouvrir son micro. Oh, la technologie. Moi, j'ai été un petit commentaire. Allez-y, M. Vautour, et puis on va essayer de régler le problème de micro. Allez-y. Moi, j'ai Arnold Vautour, j'ai le maire de la ville de Beau-Rivage, qui comprend le Vautour, la douane Saint-Louis, Saint-Ignace et Saint-Charles. Nous autres, on va faire ça un peu différent parce que nous autres, on a 6 quartiers dans la ville de Beau-Rivage. Puis dans la ville de Beau-Rivage, présentement, il y a 5 centres. Nous autres, la manière qu'on va fonctionner avec les 5 centres, c'est qu'on a une équipe d'employés qui va faire le tournée dans les 5 centres pour travailler avec ces gens-là. Parce qu'il y a des sous-comités qui vont travailler pour chaque centre. On veut travailler avec eux autres pour être sûr que les activités qui vont avoir lieu dans les 5 centres, on ne va pas doubler ça. On veut être sûr que chaque centre ait des spécialités d'activité. Puis je pense qu'on va essayer d'attirer le monde dans chaque coin de la ville de Beau-Rivage, dans ce centre-là. Nous autres, aussi, on a un arena, ça comprend aussi le centre impérial. On a un gymnase, on a une piste de marche et tout, mais c'est un centre comme les autres.
on va le traiter comme les autres. C'est sûr que le coût est plus dispendieux pour le centre impérial, mais on veut être sûr que les 5 centres fonctionnent bien. Puis je pense que si on fait le tour avec différentes activités, on va pouvoir fonctionner bien avec les 5 centres. Puis je pense que les gens vont être fiers de ça parce qu'ils vont avoir quelque chose de chez eux qui ne va pas bon. Parce qu'on va travailler avec les autres de proche pour être sûr que les activités vont bien marcher. Donc, c'est un peu mon commentaire pour la ville de Beau-Rivage. Merci pour votre témoignage, M. Vautour. Maxime? C'est pour le maire de Caraquette, Bernard. J'ai quelques questions. Tu as parlé beaucoup des coûts opérationnels, puis j'apprécie énormément le fait que tu abordes cette question-là parce que nous, en passant pour les gens qui m'écoutent, là, pour moi, c'est super important parce que le Mélancourt va probablement se décider de le prochain mois ou deux si oui ou non on procède dans le centre communautaire. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent pour nous. Donc, ma question, c'est est-ce que depuis la construction du centre culturel, est-ce que vous avez vu une amélioration au niveau du sentiment d'appartenance des gens de Caraquette? Est-ce que vous avez vu un certain épanouissement culturel et social? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous pensez, je pense que c'est le Carrefour-sur-le-Mer ou le centre culturel, là, est-ce que sans la construction de ce centre-là, est-ce qu'on aurait vu le développement économique qui s'est fait autour également, parce qu'on y va l'été, puis c'est incroyable, la broderie, puis toutes les galeries d'art, etc. Donc, ça, c'est ma deuxième question. Puis ma troisième question, c'est est-ce que la construction de votre centre culturel si on veut tuer un petit peu le mouvement des bénévoles qui œuvraient déjà dans les anciens centres communautaires de la région? Oui. Je vais commencer par cette question-là en disant que ça n'a pas nécessairement tué, mais comment je te dirais ça, ça a déplacé le centre de gravité de l'activité communautaire. Puis effectivement, il y a des organismes comme et on est encore à travailler là-dessus. Il y a des organismes comme la Société culturelle du Grand Caraquette qui a eu de la misère à se trouver une place dans toute cette activité-là. Donc, il a fallu qu'on fasse attention à ça. Deuxièmement, le sentiment d'appartenance, il a été là du début parce qu'on avait une école qui fermait, qui était l'école régionale, l'ancienne High School à Caraquette, qui était un beau bâtiment dont les gens étaient très fiers. Et le simple idée, et c'est pour ça, l'idée qu'on a pu sauver ce bâtiment-là a eu un impact, je pense, très positif dans le sentiment d'appartenance. Mais là, il nous manque quelque chose, c'est qu'on ne réussit pas encore à attirer toutes les classes de la population dans notre centre culturel. Il y a encore, j'ai l'impression, un bonus aux élites là, ou aux gens dans la culture avec le gros C. Puis, écoute, on fait des conférences, puis là, on les fait gratuits depuis 1 an sur ce qui s'appelle les rendez-vous d'histoire. Et ça, là, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui n'osaient pas venir, puis ils pensaient que ce n'était pas pour eux autres, cette école-là. Par contre, le Carrefour de la mer, lui, joue ce rôle-là. Lui, avec l'activité économique et touristique, puis on a rajouté une marina qui n'est pas notre responsabilité, mais que tu mets tous ensemble, mais l'identité. Les gens sont très fiers. Vous savez, quand vous avez de la visite, vous vous dites, à soir après le souper, on va là. On va aller vous montrer ça parce que comme citoyen, on est fiers qu'on appartient à ça. Mais ça, c'est le bénéfice du Carrefour de la mer. Alors que le centre culturel, je dirais, il est un succès, mais il nous reste encore des détails à fignoler pour le rendre totalement accessible à toute la communauté. Mais, je dis tout ça, réglez vos problèmes financiers avant d'aller. Faites-vous pas d'idées, ça ne sera pas rentable. Puis nous autres, on pensait de remplir une école d'activité culturelle, puis ça finit, on en loue la moitié maintenant, à 20 piastres le pied carré, puis l'autre moitié nous permet de tenir une salle de spectacle qui allait, puis un cinéma, puis une galerie d'art, puis un petit peu d'activité communautaire, mais ce n'est pas parfait, mais au moins, quand même que ça nous coûte 20 000 $ par mois à la ville, là,
au moins on a le sentiment qu'il y a quelque chose que les gens ne nous ont jamais reproché de faire ça. Excellent, merci. Madame Boudreau, on se réessaye. Merci. Merci à tout le monde qui a fait des présentations. Bravo à Roger Field. Je trouve vraiment incroyable. Je vous suis sur votre page Facebook, puis je trouve que vos activités sont toujours beaux pour un petit village comme vous êtes. Ma question, ou mes inquiétudes. Moi, je suis de Cap-Acadie. Ça fait seulement deux années que je suis conseillère. On a un gros centre communautaire qu'on travaille là-dessus. Ça fait plusieurs années, puis la pandémie, puis le financement. On travaille fort, mais il y a quand même des inquiétudes. Puis quand j'entends, comme le monsieur dit, le coût que ça coûte, surtout le coût opérationnel, c'est ça qui fait peur, puis c'est ça qui m'inquiète tout le temps. Le gouvernement va aider à construire les infrastructures-là, puis on comprend qu'on peut faire les paiements par mois, mais c'est les employés qu'on doit payer par la suite. C'est ceux qui vont organiser tout ça. Ça prend de l'argent avoir des 3, 4, 5, 6 staff à l'année, 7 jours par semaine, de 8 heures le matin à 8 heures le soir pour opérer les centres-là. C'est ça que j'ai beaucoup de la difficulté à trouver. Comment est-ce qu'une communauté trouve les fonds, puis comment est-ce qu'on... Je ne sais pas. Je sais que Bouctouche, peut-être que ça les a moins coûté cher, puis je ne sais pas, là, je présume, le gros aréna, mais quand tu as un paiement pour une structure que tu viens de bâtir, puis là, tu as des employés de surplus que tu n'avais pas sur la payroll avant, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour tout balancer ça. Moi, je peux peut-être vous dire que pour une raison que j'ignore, puis moi, je vis ça tous les matins au bureau ici parce que dans la vie, là, soit que tu es hockey ou que tu es culture, il n'y a pas beaucoup de monde qui est les deux. Et historiquement, pour des raisons que j'ignore, le hockey a tout le temps eu ça, lui. Personne n'a jamais posé de questions. On a un aréna ici, puis il y a 5 employés là-dedans, puis à un moment donné, on avait moins de 100 personnes au hockey mineur, mais il n'y a personne qui va envisager une communauté qui n'a pas un aréna et toutes les municipalités payent le bill, signent les factures à la fin du mois. Il faut, à ce moment-là, mesurer où est l'argent. Moi, je vous ai dit, là, ça coûte cher, 500 000 $ par année, mais avant ça, il y avait une opération d'1 million qui nous ont coûté peut-être 350 000. Là, on a monté le bill à 500 000, puis on le paye à l'avance plutôt que de le payer à la fin de l'année. Et eux, avec une certitude que les opérations sont payées, ont monté un train d'activité à 2,5 millions de dollars et on a maintenant 60 activités par année au Carrefour, au centre culturel. On a peut-être une trentaine d'activités majeures au Carrefour de la Mer et on a créé un centre. Fait que si la communauté n'investit pas, puis il faut que quelqu'un regarde les chiffres. Ce n'est pas la fin du monde payé. C'est ça qu'on mon père me disait toujours je suis content de vivre dans un pays où je dois payer des taxes. Puis il rêvait du jour où il pourrait payer 100 000 $ de taxes par année parce qu'il dit j'avais dit que j'aurais fait 250 000 $. Malheureusement, il est mort avant qu'il arrive. Ce que je veux dire, il faut que la communauté s'assume. Puis ça ne se fait pas sans argent. Puis les gens ont peur. Nous autres, écoutez, le centre de génération, 25 millions qu'on creuse un trou dans la terre là, dans 3 semaines. Puis imaginez, tu as des gens qui, dans les DSL, dans toute taxation, c'est à 65 800 $. Il y a des histoires d'horreur qui sortent, ils ne pourront plus manger parce qu'il faut qu'ils payent là-dedans. Mais écoute, il y a des subventions, puis on va finir avec une dette de 4 millions sur une infrastructure de 25 millions, puis ça va coûter moins d'un cent de 100 $ avec tout ce monde-là. Fait c'est pas la fin du monde, mais le monde a peur de ça. Il faut juste briser le miroir, si on veut. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Ah, vas-y encore, Maxime. Pour moi. Cette question est peut-être plus pour les académiques ou vraiment n'importe qui pourrait peut-être l'éclairer ou aurait des commentaires. C'est la question privé versus public.
Une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'on crée une dépendance en construisant des infrastructures communautaires qui sont subventionnées par la municipalité? Ça ne serait pas mieux de mieux financer justement les associations qui ont déjà une programmation, qui sont déjà organisées, qui ont déjà des bénévoles, que ce soit la société culturelle, la société d'histoire ou ici à Miramco, ce serait le Monument Lefebvre. Donc, je me demande s'il y a des exemples où est-ce que vous avez vu qu'au lieu d'investir dans l'infrastructure, puis ensuite avec les coopérationnels, c'est plutôt de dévier ces coopérationnels-là chez les associations. On finance 500 000 $ par année, on finance nos associations comme il faut, ils embauchent du staff, ils ont des bénévoles, puis ils ont une programmation, puis là, on peut voir l'épanouissement culturel et communautaire à travers ces associations-là. Donc, je me demande juste si c'est quelque chose que vous avez vu soit dans la littérature ou s'il y a des gens que c'est comme ça qui fonctionnent au sein de vos municipalités. Moi, je vais y aller pour la littérature. La littérature démontre que, là, je vais parler du privé et public, là. Je ne mets pas les OSBL, parce qu'à la fin, tu parlais des OSBL, mais le privé va s'embarquer s'il y a de l'argent à faire. Et dans le loisir, dans la culture et même dans le sport amateur, il n'y a pas d'argent à faire. Et ça devient une responsabilité de la municipalité si elle veut offrir ce type d'activité pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Donc, c'est un choix à faire au sein même de la communauté. Puis la littérature le supporte, puis on le voit, là, puis souvent je donne cet exemple-là, je me dis, où est-ce que vous aimeriez déménager? Où est-ce que vous n'aimeriez pas déménager? Je parle du Nouveau-Brunswick, ce sont des jeunes, là, des jeunes dans la vingtaine, avec leur niveau de connaissance des communautés qu'ils ont, bien souvent, les municipalités où ils veulent déménager, c'est qu'il y a une programmation culturelle, communautaire et sportive intéressante. Puis les municipalités où ils ne veulent pas déménager, des fois, ils ont de la misère à me les nommer, mais moi, je leur donne des exemples. Puis je sais qu'il y a très peu d'investissement en loisirs. Donc, ça l'attire. Caraquette est un bel exemple. Bien, la plupart des municipalités qui sont représentées là, ce soir, c'est des bels exemples. Fait que ça, c'est une partie de la réponse à la question. Puis, je reviendrai aussi, je vais me permettre une deuxième partie, puis peut-être qu'Éric Mathieu aura un élément. Si la problématique de répartir la tarte en plus petits morceaux fait en sorte qu'on n'a plus de masse critique. Ça, c'est un problème, un défi. Et l'autre défi, c'est à qui on va donner ces petits morceaux de tarte. Donc, on vient à des groupes d'intérêt, entre guillemets, là, des groupes d'intérêt d'activité plutôt. Donc, ça pose tout un défi à résoudre pour les municipalités. Moi, pour ajouter là-dessus, Maxime, je pense que c'est un peu des deux. Là. Nous, j'ai abordé tout à l'heure la question des infrastructures, mais on est également, puis on est peut-être l'exemple, mais pour se prétendre là, d'une façon assez arrogante, comme la capitale culturelle de l'Acadie, de s'autoproclamer, mais il y a comme un prix à payer. Nous, on donne aussi de l'argent. On fait les deux et je dirais que c'est presque tous des organisations communautaires qui occupent le terrain. Le Festival acadien, le Théâtre populaire d'Acadie, c'est bien sûr, c'est quand même des niveaux d'organisation grosses, mais on subventionne 2 écoles de musique, puis on subventionne le hockey mineur, puis on subventionne tous ces gens-là également à un autre 400 000 $. Nous, c'était notre crainte dans la fusion, que le restant de la municipalité nous regarde comme des gros dépenseurs. Mais ça s'est fait avec beaucoup de jugement depuis les dernières années. C'est des choix de société. C'est si on veut vivre ensemble, il faut qu'on se dote. Nous, comme je dis, il y avait une partie de hockey à Tracadie avant hier soir. Il y avait 900 personnes. Chez nous, moi, on n'aurait pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu 900 personnes dans une game de hockey, mais on a des milliers de personnes qui viennent à des activités. Puis là, je vous donne une primeur. Paul-Marcel Albert va me tuer.
On a même un 3e spectacle de Salvatore qui va être qui a été confirmé pour le Festival acadien cet été. C'est-à-dire qu'on a une communauté qui s'est nourrie de culture, puis elle est fière de ça. Mais tu pourras pas avancer avec eux autres s'ils ne se sentent pas partie de la game, s'il n'y a pas de quoi pour eux autres à quelque part. Merci. Ici, je pourrais rajouter quelque chose. Je pense à la question qui se pose, est-ce que vous avez des infrastructures qui permettent des rassemblements, tout ça? C'est la première question, évidemment. La sous-question que tu poses, peut-être, c'est au niveau de la programmation, qui anime la communauté, qui organise des activités de loisirs? Est-ce que votre municipalité a un gros département de loisirs, puis vous investissez dans des gestionnaires de loisirs qui organisent une programmation chez vous, ou est-ce que vous avez des organismes qui font cette animation et cette programmation-là? Puis, dépendant des communautés qu'on regarde autour de la table, mais il y a des formules différentes au niveau de la taille puis que le rôle de leurs employés municipaux joue pour faire l'animation de la programmation de loisirs sportifs, culturels et la proportion qui est animée par les différents organismes en tant que tel. Sur ça, c'est certainement une question qui vaut la peine de réfléchir. Là. Merci beaucoup. Moi, ce que j'en retire, c'est que l'engagement de la population va être très important, peu importe l'ampleur du projet, et puis que chaque municipalité peut trouver son modèle adéquat. Il faut pas avoir peur de penser à des modèles différents. Je me permets une question pour Madame McKay, mais ça pourrait aussi s'adresser à d'autres, là. Si j'ai bien compris, votre salle fait partie de l'école. Donc là, on parle d'un partenariat municipal et provincial. Je pense que vous avez mentionné que ça s'était quand même très bien passé. Est-ce que vous verriez bien un partenariat à plus grande échelle, donc d'impliquer d'autres genres de partenaires dans l'équation pour permettre d'offrir une plus grande variété de services à notre population? On peut peut-être même parler sans recréer rien, est-ce qu'on peut combiner des organismes ou des établissements qui existent déjà pour favoriser en fait l'engagement social? Oui, absolument. Tu parles mon langage parce que des solutions comme ça, créatives, des partenaires, surtout dans des petites municipalités, je pense que c'est clé. Tout de suite, on a un employé qui est payé tripartite, un entente tripartite avec la société culturelle, la municipalité et le district scolaire qui partagent des tâches. Je sais qu'on mentionnait comment gros est votre département de loisirs. Notre département est gros, une personne. Mais quand cette personne-là est bien positionnée, je pense que c'est à notre avantage d'avoir une personne qui est bien branchée un peu partout dans la communauté. C'est à notre avantage. On a des partenaires avec l'école, la municipalité, la société culturelle. On a d'autres partenaires comme ça, puis je pense que, je veux dire, les possibilités sont illimitées quand on a toute la même vision communautaire avec d'autres groupes. D'avoir des partenaires comme ça, je veux dire, c'est vraiment tout basé sur la volonté des gens qui sont impliqués. On a un édifice municipal qui appartient par la municipalité, qui est loué par une entreprise sociale, qui est un café d'entreprise sociale forestation, qui est situé dans la gare de Rogersville, qui est appartenu par la municipalité, loué à une entreprise sociale, ensuite un partenaire avec une entreprise de médecine sociale dans la région, les fonds du café social. Il y a une partie qui est déversée envers cette médecine sociale-là. Ça fait que c'est tous des investissements qu'on fait dans la communauté. Ce n'est pas nécessairement un revenu qui nous revient en argent, mais c'est tous des investissements dans la communauté qui est très important. Dans d'autres paliers, notre argent va vraiment plus loin. Je pense qu'on peut l'investir dans nos citoyens, citoyennes à travers des partenaires comme ça que juste l'investir directement dans des projets directs. Ça fait qu'on a beaucoup de partenariats comme ça dans notre région, mais je crois qu'on peut en faire encore plus, puis il y a d'autres possibilités toujours et toujours. Ça fait que je crois que les partenariats sont vraiment juste limités aux personnes qui sont impliquées.
Excellent, merci beaucoup. Donc, on va enchaîner avec la présentation de Madame Gabrielle Maillet. Ça va être notre dernière intervention pour ce soir et on terminera avec une dernière période de questions. Donc, Madame Maillet, je vous cède la parole. En fait, c'est pas juste Madame Maillet, c'est mon collègue Jérémy Deneux qui va m'accompagner dans la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois Jérémy faire des gros sourires, ça fait que j'ose croire que oui. Puis nous, on est ici pour vous parler du financement par rapport à tous ces beaux centres communautaires-là que vous avez probablement ou que vous avez déjà dans vos communautés qui ont peut-être besoin des rénovations ou des constructions. Ça fait que je vais partager mon écran. Ça marche? Parfait. Tu peux y aller, Jérémy? Tu commences, Gabrielle? Oui, vas-y. OK. Ben, d'abord et avant tout, un grand merci de l'invitation. C'était super enrichissant. Moi, personnellement, je capote toujours sur des présentations théoriques. Donc, Éric, Mathieu et Marc, impeccable. J'ai vraiment aimé les interventions de Bernard aussi, puis d'Angèle. Angèle, je tiens à souligner que pour nous, c'est toujours un plaisir de voir les retombées de nos projets. Donc, moi, j'étais très enthousiasmé par tes interventions. Avant de débuter la présentation, donc pour le Fonds pour les espaces communautaires, je veux juste vous mentionner que ça fait partie d'un des nombreux instruments ou de programmes de subvention qu'on dispose au ministère du Patrimoine canadien. Angèle, le programme, je pense, dont tu as bénéficié, si j'y vais de mémoire, c'est le programme des langues officielles en éducation, les fonds complémentaires. Donc ça fait partie d'un des gros programmes dont on dispose. On a également le fonds stratégique qui appuie l'achat d'équipements spécialisés pour les radios communautaires. On a le fonds pour les espaces culturels qui, lui, cible davantage les constructions, rénovations, achats d'équipements spécialisés pour des organismes à vocation artistique. Puis finalement, plus récemment, on a décentralisé en région le fonds pour les espaces communautaires qui est destiné donc à la communauté de langue officielle et qui donne une bouffée d'air frais partout dans la région et au pays. On a eu beaucoup d'intérêt pour ce programme-là. Puis avant de débuter, je veux juste aussi vous remercier, tous ceux qui ont participé au sondage qu'on vous a fait parvenir. On a essayé de le faire circuler auprès des municipalités, auprès de l'ensemble de nos bénéficiaires sous vie communautaire. Et je peux vous dire avec fierté que la participation de l'Atlantique au sondage était remarquable. Donc, je tiens à vous remercier pour ça. Vos besoins ont bien été communiqués, ils ont été entendus. Donc, ça va pouvoir nous donner des outils additionnels pour orienter l'évolution donc, du Fonds pour les espaces communautaires. Donc, si tu veux, Gabrielle, on peut passer à la première diapo. Comme Marc, je ne suis pas trop techie, donc Gabrielle m'aide au niveau des diapositives. Donc aujourd'hui, l'objectif de notre présentation, c'est de vous fournir une vue d'ensemble de l'ensemble du processus de demande de financement donc pour accéder à nos fonds pour les espaces communautaires. L'objectif du programme, il est directement rattaché aux objectifs plus généraux du programme des langues officielles et de ses différents volets. Mais ici, on parle en particulier de favoriser le maintien et la vitalité des CLOSOM, donc des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en leur permettant d'accroître leur accès aux infrastructures communautaires dans leur milieu de vie, mais aussi de soutenir les CLOSOM à se doter d'espaces communautaires qui sont polyvalents, équipés adéquatement pour encourager les rassemblements et générer la collaboration. Donc ici, les mots-clés, comme Gabrielle le fait, on parle d'espaces communautaires polyvalents, bien équipés, qui favorisent les rassemblements. C'est le cœur du programme, donc, de favoriser ces rassemblements. Qui peut faire une demande? Nos demandeurs admissibles, malheureusement, les municipalités à l'heure actuelle ne sont pas admissibles. On parle d'organismes sans but lucratif. Par contre,
Le programme est très créatif, les communautés sont créatives. Donc ici, bon, il y a toujours moyen pour une municipalité de faire un partenariat avec un organisme sans but lucratif qui gère les espaces par l'entremise d'une entente à long terme avec les municipalités ou avec d'autres propriétaires de lieux. Donc, c'est comme ça qu'on peut contourner ou qu'on peut favoriser finalement une implication aussi des municipalités dans le développement de leur communauté sur le plan des infrastructures. Donc, sur le plan de la mission, du mandat et des activités, pour être admissible, il faut vraiment démontrer que la mission des organismes, leur mandat ou la majorité des activités contribuent au développement et à l'épanouissement des communautés de langue officielle. Éric Mathieu puis Marc ont un peu parlé de ce qu'on entend par développement du sentiment d'appartenance, etc. Nos objectifs donc gravitent autour de ça, puis les missions des organismes doivent refléter donc cette volonté de contribuer au développement. On a plusieurs volets. On en a 5, mais on en a moins que ça en réalité. On a un volet d'études, si vous voulez, qui comprend 2 choses. Donc, on parle des études de faisabilité. Donc, est-ce qu'un projet ou un concept est faisable? On peut aborder le concept, évidemment, mais aussi la faisabilité, disons, si vous avez une infrastructure, que vous voulez abattre des murs et tout ça, s'il faut que quelqu'un vienne inspecter les lieux et s'assurer que votre concept est faisable, on peut financer ça à partir d'études de faisabilité. Il y a également les réalisations de plans d'affaires. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la viabilité des projets. Puis donc, ça, c'est les 2 études. Sur le plan des études, pour surfer un peu sur des commentaires qui ont été dits pendant la rencontre, les études comprennent aussi, si vous avez besoin de valider donc un concept que vous voulez développer, mais aussi qu'est-ce qu'il vous faudrait dans une salle, donc comment aménager votre salle. On couvre ça aussi dans les études de faisabilité, mais on peut aussi s'en aller dans les consultations populaires. Donc, si vous voulez valider un concept, une vision, vous pouvez, par l'entremise des études de faisabilité, effectuer ce genre de projet. Les autres volets, évidemment, c'est ceux qui vous intéressent probablement le plus. On parle de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation qui abrite des espaces communautaires ou culturels. On parle aussi de l'acquisition et la rénovation d'espaces existants pour abriter des organismes. Puis finalement, il y a la section de l'acquisition de mobilier, d'équipements spécialisés ou essentiels aux opérations. Par exemple, si vous voulez vous doter de microphones, de ponts de lumière, de stage, de tables, de chaises, toutes ces choses-là sont également possibles pour du financement en autant qu'elles favorisent des rassemblements ou des services directs offerts aux bénéficiaires des organismes. Donc, on est moins dans la business, si vous voulez, des ordinateurs pour des fonctions cléricales internes. C'est vraiment, les achats doivent soutenir des rassemblements ou des collaborations. Sur le plan des dépenses admissibles, les salaires et honoraires professionnels sont admissibles pour la réalisation, évidemment, d'une étude de faisabilité ou d'un plan d'affaires. La conception des plans architecturaux ou techniques sont également admissibles. Tout ce qui touche l'évaluation des risques également. Puis la réalisation d'études techniques et d'évaluation environnementale. Ça, c'est particulièrement intéressant si vous avez des projets qui se déroulent sur des terres fédérales. C'est une dimension obligatoire là, des projets. On demande systématiquement que ce genre d'études-là soient faites. Puis la gestion de projet aussi. Donc, si vous l'affectez ou si un organisme, je devrais dire, va affecter une partie du budget à la gestion de projet, on peut le considérer jusqu'à 5% des coûts totaux du projet, mais ça, évidemment, ça dépend de la disponibilité des fonds puis de l'ampleur du projet. L'acquisition d'un édifice pour abriter des espaces communautaires est également admissible. Les coûts liés à la construction, l'agrandissement, la rénovation, la modernisation d'un édifice également. Ici, vous pouvez, parmi les coûts admissibles, on a les frais de permis de construction, la démolition, l'excavation, les matériaux, la main-d'œuvre, les pratiques environnementales et de construction durable. Donc, tout ce qui touche le LED, par exemple,
tout ce qui touche l'efficacité énergétique. Donc, si vous voulez vous doter de panneaux solaires, de thermopompes, on peut couvrir ça. C'est une façon de réduire à moyen terme les coûts liés à l'opération des bâtiments. Il y a les achats et les installations de mobilier et d'équipements, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui sont essentiels ou spécialisés, qui sont admissibles. Puis finalement, l'affichage qui vise à la reconnaissance de l'appui financier du gouvernement du Canada. Ici, c'est important pour les projets pas pour les projets d'études, ni pour l'achat d'équipements spécialisés, mais dès qu'on rentre dans de la rénovation, de la construction, on demande à ce que les organismes reconnaissent le financement public. Avant de passer à la prochaine diapo qui sera animée par Gabriel, je veux aussi mentionner que les études de faisabilité ou les plans d'affaires à l'heure actuelle ne sont pas obligatoires pour des rénovations. Elles le sont uniquement pour de la construction. Par contre, on encourage toujours les organismes à bien évaluer leurs besoins et se prévaloir d'études s'il le faut. Donc, voici pour ma partie. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Gabrielle qui va faire la suite, puis on va clôturer donc la présentation avec une période de questions-réponses. Je parais un petit peu trop content d'avoir fini ta partie. Parce que moi, je commence avec les dépenses non admissibles. Ça, c'est vraiment plaisant. Donc, le fait qu'une dépense non admissible, ça serait l'acquisition d'un terrain. Donc, on peut faire l'acquisition d'un édifice, mais pas l'acquisition du terrain avant de la construction d'un édifice. L'aménagement des terrains, l'aménagement paysager, les terrains sportifs et puis les jeux extérieurs. Donc, terrain de jeu pour les enfants, terrain de soccer, ces choses-là sont non admissibles. Fonctionnement régulier de l'organisme, les salaires, les frais de déplacement, comme Jérémy avait dit, les équipements et les meubles de bureau et les véhicules. Les coûts liés aux infrastructures de travaux publics comme la construction ou la restauration de routes, de quais et d'égouts, et puis l'entretien régulier de l'édifice. D'autres dépenses non admissibles sont le stationnement, les boutiques cadeaux, les services de restauration. Donc, services de restauration comme cafétéria, non, c'est non admissible, mais une rénovation d'une cuisine qui va servir pour des rassemblements dans une salle multifonctionnelle, oui, c'est admissible et a déjà été financé pour des centres communautaires à travers le pays. Frais d'assurance, des frais d'intérêt à long terme sur le financement, évidemment, et puis des projets liés principalement à un lieu de culte. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec le Fonds pour les espaces communautaires, c'est qu'on peut couvrir jusqu'à 90% des dépenses totales admissibles et évidemment prend en considération la réalité des régions. Donc, 90%, c'est quand même un beau montant sur des gros projets de rénovation, là. Et puis, ça aide à beaucoup de groupes à but non lucratif. Et puis, 100% de l'aide financière totale reçue du Fonds pour les espaces communautaires et de différents paliers du gouvernement ne peut excéder 100% du coût total du projet. Les évaluations sont, l'analyse se fait ici au niveau régional, comme Jérémy l'a dit. Donc, moi et Jérémy, puis on a un autre collègue qui est à Terre-Neuve, on fait les 4 provinces de l'Atlantique dans le moment. Puis, l'analyse se fait en fonction des besoins et puis des objectifs du programme du développement des communautés des langues officielles. Je vais juste passer à travers vite les critères d'évaluation parce que je ne pense pas que vous voulez être ici jusqu'à 9 h ce soir, là. Donc, la contribution au développement et à l'amélioration des milieux de vie des communautés des CLOSEM, le lien établi entre le projet et les conclusions et recommandations de l'étude de faisabilité, le niveau de concertation et d'engagement des intervenants du milieu communautaire, la capacité du projet ou de réaliser le projet avec un budget jugé raisonnable et équilibré,
Les ressources disponibles. Donc, considérant les limites budgétaires pour les projets d'infrastructure, PCH tiendra compte des projets financés antérieurement, de la répartition géographique et de l'enveloppe disponible. Je vais préciser quelque chose là-dedans, c'est que les groupes peuvent soumettre une demande pour une étude de faisabilité et ensuite un projet de construction, soit dans la même année financière ou dans 2 années financières. Ils peuvent même soumettre 2 différents projets dans la même année ou 2 années financières. Donc, si un groupe soumet une fois, ils peuvent également soumettre une deuxième fois si le portefeuille est encore étoffé dans le moment. Puis, l'autre critère d'évaluation, c'est selon les priorités et puis les réalités de la région. Comment faire une demande? Ben, il n'y a pas de date de tombée avec le FEC. Donc, c'est lorsque vous êtes prêt à soumettre, vous pouvez soumettre. Puis, on préfère procéder avec des petites rencontres 1 à 1, puis on laisse les gens bien rêver de leur projet et puis ensuite, on peut parler de qu'est-ce qui est admissible, pas admissible, avant que... On vous suggère de ne pas simplement aller sur le site web, cliquer sur le FEC. Même la demande de financement ne se trouve pas sur le site web parce qu'on préfère que les agents collaborent très bien avec les demandeurs. Notre courriel générique est là, langues officielles Atlantique, official languages Atlantic at pch.gc.ca, si c'est long assez pour vous. Sinon, vous pouvez simplement écrire à moi-même, Gabrielle Maillet ou Jérémy Deneut. Puis, on est dans la liste des gens également du courriel, donc vous pouvez nous envoyer un message, puis il nous fera plaisir d'entendre parler de vos projets. Ça, c'était juste un survol, mais j'ose croire que vous avez quand même des questions spécifiques. Puis si c'est trop spécifique, puis vous ne voulez pas dévoiler vos grands rêves à toute la gang qui est là, ben, on peut faire des rencontres, comme j'ai mentionné. Gabrielle, juste avant qu'on passe aux questions, il y a peut-être 2 choses dont on pourrait parler, là, si on veut donner une couple d'exemples, puis aussi ce qu'on peut faire pour vous, parce qu'effectivement, on peut aller jusqu'à 90% des dépenses admissibles, mais sur des gros projets, on va encourager les organismes à diversifier leurs sources de revenus. Donc, en ce qui concerne Patrimoine canadien, on a une très forte collaboration avec les différents ordres de gouvernement et ça fait partie de notre rôle. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques. Maxime, toi, tu es un peu dans le droit, donc tu connais probablement la loi sur les langues officielles, la partie 7. On a une responsabilité à Patrimoine canadien d'appuyer les communautés en vertu de la partie 7. Donc, la partie 7, entre autres, on peut faire ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut faire du pathfinding auprès des organismes et faire de la représentation auprès des autres bailleurs de fonds pour appuyer des projets. Donc, par exemple, on travaille étroitement avec l'APK, on travaille aussi étroitement au sein de notre ministère avec le Fonds pour les espaces culturels pour pouvoir parfois même combiner des demandes là, entre différents programmes, puis vous faciliter la vie pour arrimer vos budgets, pour que vous puissiez arriver avec des budgets financés avec une contribution la plus faible possible de la part des demandeurs qui sont, comme vous le savez, des organismes sans but lucratif qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Donc ça, c'est une chose. Gabrielle, veux-tu présenter une couple de pratiques exemplaires au niveau de projet? Oui, c'est toujours trippant, là, la créativité qu'on a autour du programme. Donc. Oui, ben, je voulais aussi mentionner, je sais que la plupart des gens qui sont ici, c'est tous des membres soit des directeurs généraux des municipalités ou des membres du conseil. Puis, comme on l'a dit, les municipalités directement ne sont pas admissibles. Sauf qu'un groupe qui loge, habite, gère un centre communautaire ou un édifice appartenu par une municipalité peuvent quand même soumettre une demande pour des rénovations, acquisitions d'équipements, tant et autant qu'il y a un bail de longue date, puis habituellement on demande pour 5 ans et plus, là.
Donc, je pense qu'il y en a plusieurs de vous que peut-être vous avez des groupes en question qui pourraient tomber dans cette catégorie-là. Donc, pour parler de projets intéressants, parce que moi aussi, là, dans ma vieille vie, quand je demandais pour des sous, j'aimais tout le temps savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment financer, là, dans le fond. Avec tout récemment, on a un projet au Monument Lefebvre, que c'était une rénovation du café. Donc, c'était vraiment pour acheter une machine à café spécialisée pour faire des lattes puis des cappuccinos, puis pour encourager la communauté d'aller un lieu qui serait de rassemblement, avoir une petite jasette spontanée dans un lieu historique puis patrimonial, puis très, très beau comme le Monument Lefebvre. Un autre projet qu'on a, on a 2 projets en Nouvelle-Écosse, que c'est l'achat de thermopompes. Il n'y a rien de sexy là-dedans, des achats de thermopompes, mais c'est que ça aide à ces groupes-là, en fin de compte, d'économiser au niveau d'énergie. Puis, pour nous, on voit ça qu'en fin de compte, ils pourront plus investir dans des programmations communautaires. C'est aussi le modèle, un chouette modèle, parce qu'on parlait de comment s'assurer d'une viabilité financière des projets. Le modèle que vous connaissez probablement tous de Place de la Cathédrale. Éric Mathieu, tu connais très bien ça, je le sais. On parle de plusieurs locataires au sein d'un sous-sol d'église qui payent tous un loyer auprès d'un CA qui gère finalement les lieux. Puis ça permet d'assurer une viabilité aussi là, des espaces lorsqu'il y a plusieurs partenaires qui se partagent un espace et qui contribuent par l'entremise de loyer. Donc, il y a plusieurs modèles effectivement qui sont en place, des pratiques exemplaires là, qui méritent la peine d'être explorées. Donc, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Moi, c'est juste mentionner que j'ai eu mon premier expresso au Monument Lefebvre aujourd'hui, puis il était excellent. Donc, merci beaucoup pour le financement. Et calendrier des années fiscales ou quoi que ce soit, ça vous dit? Oui, ouais. Notre année financière du 1er avril au 31 mars. OK. Oui. Puis, on recommande également que les dates de début et dates de fin des projets suivent l'année financière du gouvernement fédéral également. Ouais. Merci beaucoup, Gabriel et Jérémy, pour ces informations. Ça nous fait rêver. Oui, je vous cède la parole, M. Leblanc, allez-y. Juste une petite question. Dans les critères, là, à la toute fin, vous avez priorité régionale. C'est basé sur quoi les priorités? Est-ce que c'est vos priorités ou du ministère ou c'est la communauté? Ça mélange un peu des deux parce que, comme vous le savez, on gère une enveloppe vie communautaire et différents volets de programmes en région. On interagit de façon continue avec l'ensemble des bénéficiaires de nos programmes sous les langues officielles. Donc, ça nous donne le pouls de la communauté et évidemment les outils là, dont la communauté se sont dotés. Je pense par exemple au plan stratégique communautaire du Nouveau-Brunswick ou les équivalents dans les autres provinces. Puis évidemment, Marc, il y a également des dimensions liées au programme, donc tout ce qui touche la couverture géographique des investissements réalisés par le programme qui est tenu en compte. Tant et aussi longtemps qu'on a beaucoup de flexibilité puis des fonds, beaucoup de fonds dans le programme, les critères au niveau de la couverture géographique ou les priorités, entre guillemets, là, du programme, on a beaucoup de souplesse à ce niveau-là. Ça s'applique davantage quand on commence à avoir des enveloppes plus serrées. Mais pour l'instant, on a une bouffée d'air frais au programme qui nous permet d'accommoder un grand nombre d'organismes, là. Donc, c'est comme ça qu'on se base pour l'essentiel. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos intervenants de ce soir? En tout cas, ça fait rêver. Merci beaucoup. Donc, une fois, 2 fois, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, mais sachez que nos intervenants restent quand même disponibles par courriel. Donc, si vous pensez à autre chose, gênez-vous pas. Donc, on va conclure. On va réussir à entrer dans le temps prévu pour ce soir.
J'espère que vous aurez trouvé la session de ce soir informative.